Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode des Mamans du Monde. Et aujourd'hui, on accueille Alexandra. Alors Alexandra, elle nous vient de Roumanie. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Donc tu vas nous emmener dans un pays de l'Europe de l'Est que je ne connais pas. Mais je suis sûre que tu as plein de petites choses à nous dire. Et puis moi, j'ai toujours cette envie, voilà, d'apprendre des choses des autres cultures. Donc je suis sûre que ça va être encore le cas cette fois-ci. Voilà. Merci d'être là, Alexandra. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es maman, de combien d'enfants, etc. Et puis comme ça, on va te découvrir un peu plus. Bonjour Isabelle, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Alexandra, effectivement je viens de Roumanie et je suis actuellement maman de deux garçons. J'ai un grand garçon qui a 2 ans et demi et un bébé qui vient de fêter 10 mois. D'accord, d'accord. Et donc, toi, tu es arrivée en France il y a longtemps, il n'y a pas longtemps. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Oui, je suis arrivée en France il y a 14 ans. D'accord, Je suis venue pour faire mon master scientifique après avoir fini mes études en Roumanie. Et depuis, donc, j'ai fini mon master et ensuite, j'ai trouvé un emploi en France et d'accord. je suis restée. Donc, 14 ans plus tard, je suis toujours là. D'accord. Et tu as trouvé un conjoint aussi en France, j'imagine, le travail, le Euh, conjoint, et tu as euh, resté. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, j'ai trouvé mon chéri qui est devenu mon époux euh, sur mon lieu de travail. D'accord. C'était à Rodez. Et on est venu ensemble à Montpellier Oh, il y a 10 ans. Donc, depuis 10 ans, on est à Montpellier. d'accord. Et ton mari est français. Et il est français. D'accord, d'accord. Et donc, toi, tu vivais où en Roumanie? Tu vivais à Bucarest? Tu vivais dans un petit village? Explique-nous un petit peu. Alors, en Roumanie, je viens d'une ville qui s'appelle Brăila. D'accord. C'est une ville petite, moyenne taille. Et j'ai fait mes études à Bucarest. J'ai fait 4 ans d'études à Bucarest avant d'arriver en France. D'accord. Donc oui, je suis née à Brăila. J'ai vécu à Brăila pendant 18 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 4 ans d'études. J'ai fait mon école là-bas et mon master scientifique ici en France. D'accord. Donc, quand tu es arrivé en France, tu parlais un petit peu français ou quelques mots? Tu avais appris à l'école en Roumanie? Alors, en Roumanie, on étudie le français en tant que langue étrangère. Donc, j'ai étudié le français à l'école naturellement. C'était ma première langue, je pense. Ouais. Quoique, je me suis rendu compte lorsque je suis venue en France que j'avais pas un niveau exceptionnel. D'accord. Parce que la langue qu'on étudie à l'école, elle est complètement différente de la langue vivante qu'on parle dans le Tous les pays. jours? Ouais, ouais, d'accord. Euh, donc, j'avais un français très scolaire, je dirais, quand je suis arrivée en France. J'avais les bases de grammaire, mais je n'arrivais pas à avoir une conversation avec tous les raccourcis qu'on utilise dans la langue française, qu'on ne nous apprend pas du tout à l'école. Donc, je ne comprenais pas beaucoup et je n'arrivais pas à parler. Donc, pour me mettre au niveau, en plus, mon master était en mathématiques. Je n'avais pas besoin de parler énormément le français parce que lorsqu'on étudie les maths, il y a beaucoup de formules qui sont Ouais, ouais. Universel? universelles. Ouais, Exactement. Donc, je pouvais m'entendre un peu avec les professeurs, mais je comprenais les cours naturellement. d'accord. Par contre, j'ai étudié de façon intensive la langue française. Donc, j'avais pris des cours de français. J'avais, je pense, plus de 6 heures de cours par semaine. Donc, pendant 6 mois, c'était vraiment intensif. D'accord, d'accord. Et pour revenir à la Roumanie, à ta vie là-bas, est-ce que tu avais des frères et sœurs plus petits que toi, plus grands, tu étais unique? Dis-nous. Alors, donc, j'ai une sœur. Elle est plus grande. On a 6 ans et demi d'écart.
D'accord. Elle est toujours en Roumanie. Elle a D'accord. 2 enfants, donc j'ai 2 nièces. Et ma maman qui est en Roumanie aussi. D'accord. D'accord. Euh, voilà, donc j'ai pas une énorme famille. Voilà, j'ai pas une grande fratrie. J'ai ma soeur, j'ai ma maman. Et ensuite, j'ai Ouais. plein de cousines. J'ai des tantes qui sont un peu éloignées, que je vois plus très souvent. Ouais. Ouais. Donc tu Mais es, toute ouais, ma famille est en Roumanie. Je suis seule en France actuellement. tu es seule en France. Ouais. 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 Et donc, quand tu as rencontré ton conjoint, et puis un petit peu après, quand tu as décidé de devenir maman, est-ce que le fait d'être en France, il y a des choses qui t'ont interpellé, des choses où tu t'es dit, ben, j'ai de la chance, ou ça se passe pas du tout comme ça en Roumanie? Est-ce que tu avais des choses comme ça qui t'ont un petit peu marqué quand tu as commencé à te projeter en tant que maman? Alors, à savoir que même si la Roumanie, c'est un pays européen, on a une langue latine, donc c'est Mm. très, très proche du français, le rapport à la maternité, il est très différent de ce qu'on peut voir en France. La culture, elle est différente. Et aussi, la maternité ne se vit pas de la même façon. Effectivement, moi, je suis devenue maman en France, donc j'ai un rapport à la maternité roumaine par rapport à ce que j'ai vu chez les autres. Je n'ai pas vécu ma maternité en Roumanie. Donc, je ne pourrais pas vraiment dire ce que c'est être maman en Roumanie, parce que je suis devenue en France et je suis une maman en France. Par contre, ma sœur, elle est maman en Roumanie. J'ai vécu dans une famille prédominante des filles et des femmes. Et, euh, et effectivement, les coutumes sont très différentes. Et pour donner quelques exemples, en Roumanie, il est tout à fait, on va dire, naturel et normal de dormir avec son enfant dans le même lit, par exemple, pendant très très longtemps, pendant plusieurs années. Euh, il est tout à fait naturel d'allaiter son enfant pendant encore très longtemps, jusqu'à ses 2 ans. À savoir qu'en Roumanie, les femmes ont un congé maternité qui va jusqu'à 2 ans de l'enfant. Euh, ce qu'on n'a pas là en France, on n'a pas Non, cette chance en non. France. Donc, elle profite pour justement profiter de l'allaitement, profiter de l'enfant, créer le lien. Et l'allaitement peut être très long. C'est pas obligatoire, mais souvent, c'est un choix que les femmes décident de prendre, D'accord. de faire. Ouais. Et donc c'est quelque chose auquel tu t'attendais quand tu es arrivée en France, quand tu as commencé à savoir que le congé maternité était très court, que l'allaitement, c'était pas forcément toujours soutenu et évident. Euh, je le savais parce que je m'étais renseignée, effectivement, à savoir que j'ai mis plusieurs années pour avoir mon premier enfant. Donc, j'ai eu le temps de me renseigner sur comment ça se passe en France, enfin, avoir tous les détails sur la durée du congé maternité, comment ça se passe au niveau du travail. Par contre, je n'avais pas beaucoup d'indices sur le rapport au bébé lorsqu'on devient maman par rapport à la culture française. Je Mhm. ne savais pas à ce moment-là, par exemple, que l'allaitement n'est pas soutenu. Moi, je savais que je veux allaiter. Pour moi, Mhm. c'était une évidence. Je n'avais même pas à me poser la question. Ouais. J'ai toujours, lorsque j'avais un bébé près de moi, lorsque j'étais en Roumanie, j'ai toujours vu le bébé au sein de sa maman. Ouais. C'était pour moi Une une chose évidence. très, très naturelle, une évidence. Je savais qu'on peut aussi donner du lait artificiel au bébé, mais pour moi, on le faisait quand on ne pouvait pas allaiter pour des Mhm. raisons médicales ou autres. Euh, J'avais très peu entendu des mamans qui avaient fait le choix de ne pas allaiter. Quoique, il n'y avait absolument aucune obligation, mais c'est vrai que les femmes se dirigeaient plus souvent sur le choix de l'allaitement. Donc pour moi, ça a été une évidence, c'était même une expérience que j'avais trop envie de vivre, donner le sang à mon enfant. J'avais
tellement de chance d'être une femme et de pouvoir faire ça qu'il m'était impossible de passer à côté. Donc à cette époque-là, je ne savais pas qu'en France, les femmes allaitantes sont si peu soutenues. Mais je l'ai découvert avec le temps. Et Petit à ouais, petit, je me suis rendu compte effectivement que mon choix n'était pas si commun que ça. d'accord. Et est-ce que tu as eu des difficultés ou pas du tout pour allaiter tes deux garçons? J'ai eu la chance d'avoir un allaitement facile, donc D'accord. Ok. je ne rencontrais aucune difficulté. Ok. Ça a été un plaisir pour moi. Je n'ai pas eu toutes les complications que certaines femmes allaitantes ont Ah bah, malheureusement ouais, ou ouais. peuvent avoir. Donc, pour moi, ça a toujours été au plaisir enfin, de l'allaiter. Je n'allaite plus aujourd'hui. Mon bébé, il vient de fêter 10 mois, donc je me suis arrêtée il y a peu, il y a 2 semaines. Mais tout a été fait avec beaucoup de bonheur des deux côtés, de mon côté et du côté du bébé. Super, super. Et au niveau de la grossesse, du suivi de la grossesse, de l'accouchement, c'est vraiment différent. En France, c'est beaucoup plus médicalisé peut-être ou dis-nous. Alors, ça va, je pense que je vais surprendre certaines personnes qui nous regardent. C'est vrai que la Roumanie, enfin, elle est assez proche du bébé et enfin, on fait des choix assez naturels pour l'enfant lorsqu'il vient au monde. Donc, on l'allait, on le garde dans notre chambre, on crée cette complicité, on a une maternité très proximale. Par contre, au niveau de l'accouchement, la plupart des femmes en Roumanie, elles choisissent la césarienne. D'accord, ok. Donc, c'est très contrasté, on va dire. Et je me pose la question pourquoi. Honnêtement, je n'ai pas forcément Réponse? une explication Ouais, globale. ouais, ouais. Euh, je pense que c'est dû à plusieurs raisons. Je pense qu'il y a cette peur, enfin, le système médical en Roumanie, il est bien sûr moins développé que celui français. Et je pense qu'il y a moins de confiance dans le système médical, donc moins de confiance dans les médecins, les gynécologues. Et il y a cette peur par rapport à l'intimité que les femmes ont. Du coup, elles préfèrent, enfin, elles pensent que c'est beaucoup plus facile de faire une césarienne et d'accoucher par césarienne plutôt que par voie naturelle. Alors qu'en France, au contraire, on soutient très peu les femmes, je trouve, dans leur congé maternité. Déjà, par défaut, on nous donne seulement 10 semaines de congé maternité après l'accouchement, ce qui est, on va dire, euh, à mon avis, contre-intuitif par rapport au développement de l'enfant. Et de l'autre côté, on oblige presque les femmes d'avoir un accouchement par voie basse, sachant que la césarienne, elle est très controversée et je pense il y a peu de médecins qui sont d'accord d'accompagner les femmes dans ce choix-là. Mhm, mhm. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, tu vois, je trouve que, par exemple, dans les cours de préparation à l'accouchement, en France, globalement, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'accouchement par voie basse et très, très, très peu de la césarienne. Et tu sais, moi, j'ai des mamans, des fois, qui envisagent pas du tout d'accoucher autrement que par voie basse. Et du coup, quand c'est une césarienne, ben, c'était pas envisagé, c'était pas imaginé. Et du coup, ça devient compliqué. Tout à fait. Oui, il y a des femmes qui aussi sont obligées de faire une césarienne d'urgence, par exemple, et c'est un drame pour elles parce qu'elles sont Mm. toujours imaginées d'accoucher par voie basse. Ouais, ouais, ouais. Personnellement, j'ai vécu les deux. D'accord. J'ai eu un accouchement naturel pour mon premier enfant et une césarienne extra-péritonéale pour mon deuxième. Ok. Et je peux juste, enfin, en parlant de mon expérience, je peux juste dire que l'accouchement par césarienne, en tout cas la césarienne extra-péritonéale que j'ai faite, peut être un accouchement plein de bonheur, encore meilleur parfois que celui par voie basse. Donc, Ouais. chaque femme est différente, chaque expérience est différente et il faut rester ouvert en fait. Le Ouais, corps, ouais, et puis, il réagit différemment, donc. ouais, ouais, chaque histoire est différente et chaque Mm. situation. Ouais, 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 ouais. Donc, ouais, toi, tu as eu les deux, voix basse et césarienne, donc.
J'ai eu les deux, sachant que la deuxième césarienne a été un choix. Donc, Bon, d'ac- voilà, c'était un choix d'accord. Ok. personnel. Mm. Donc, comme ça, tu as fait à moitié français pour le premier et à moitié roumain pour le deuxième, c'est ça? Oh, je ne sais pas parce qu'en Roumanie, je ne sais pas si on pratique souvent la césarienne extra-péritonale. En France, on la pratique très peu aussi, à ma connaissance. Actuellement, j'habite à Montpellier et à Montpellier, je ne trouvais aucun médecin qui était formé pour la faire. D'accord, d'accord. Donc, j'ai dû aller accoucher à Nice, Ah, car ok. c'est là-bas que j'ai trouvé un médecin formé dans la césarienne extra-péritonale. Et qui a accepté de te suivre et Et de qui a t'aider. accepté de me suivre et qui a écouté, qui a été à l'écoute de mes besoins, de mes envies Ouais, et qui m'a soutenue jusqu'à la fin. Et j'ai eu la chance de, voilà, de tomber sur ce médecin alors qu'à Montpellier, on me fermait les portes une après une. ouais, ouais. Euh, voilà. Ok, ok, ok. Donc tu disais que tu as réussi à allaiter tes deux petits garçons facilement, sans difficulté. Je voudrais aller un petit peu plus loin dans leur croissance et dans leur âge. Quand tu as commencé à leur donner une alimentation solide, à les diversifier, est-ce que tu as fait comme en France où on donne facilement purée et compote ou est-ce que finalement en Roumanie on fait différemment et tu as fait un petit peu des deux ou tu as fait complètement autre chose? Dis-nous. Alors, je pense que ça a changé ces dernières années. À ma connaissance, en Roumanie, on donne les purées. Mhm, Maintenant, les jeunes mamans sont beaucoup plus ouvertes à la diversification menée par l'enfant. mhm. Donc, je connais des jeunes mamans qui choisissent de donner d'abord qui choisissent les morceaux et tout ce qui est DME. Euh, Même en Roumanie, c'est la DME, c'est quelque chose qui... Maintenant, oui, Ouais, maintenant les mamans sont tellement ouvertes, elles se documentent, du coup, elles ont beaucoup plus de choix, donc parfois d'accord, elles font ce choix-là. d'accord. Mais on va dire à mon époque, il y a 15 ans, Ouais, je ne connaissais pas cette pratique, donc je pense que la plupart des mamans faisaient des purées et donnaient les purées à la cuillère à leurs enfants. ouais, ouais. Euh, donc je pense que maintenant, il y a un peu les deux. En France aussi, il y a les deux, donc voilà, c'est toujours un choix très personnel et une confiance qu'on doit avoir en soi-même et en son bébé. Ouais. Et ça veut dire que toi, t'as fait un petit peu de DME ou... Non, moi j'ai choisi le purée. Donc je me suis bien documentée avant, j'avais toutes les Ouais, connaissances à côté. Je n'ai pas été, je pense, assez en confiance, surtout pour mon premier, de faire la DME. En plus, le bébé, si on suit les conseils à l'être, le bébé, il doit être bien assis sur sa chaise, donc tenir assis pour qu'il n'y ait pas de risque d'étouffement. Et quand j'ai commencé à 5 mois et demi de mon bébé. Il ne restait pas encore assis ouais, bien, quoi. ouais, Il se tenait pas bien assis tout seul. Donc, j'ai commencé par les purées. Et la diversification, ça s'est super bien passé. Il a tout de suite très bien mangé, absolument tout. Donc, vu que j'ai rencontré aucune difficulté, j'ai continué avec ça. ouais, ouais. C'est vrai que la position assise, c'est vraiment le dernier petit truc qui leur manque en général, hein. Ils ont envie Mm, de manger, voilà, mais le dos, il est un peu encore pas mm. tout à fait stable, quoi. Ok, ok. Et donc, tu disais aussi tout au début, tu disais, ah oui, en Roumanie, pour nous, c'est normal de dormir avec son bébé et de dormir longtemps. Alors en France, enfin, c'est de plus en plus répandu, mais c'est encore des fois très mal jugé. Ça t'a fait bizarre aussi ou tu as eu des remarques par rapport à ça ou est-ce que toi, du coup, t'as pas fait de cododo ou pas longtemps par rapport à ça? Alors, donc, je n'ai pas eu de remarques dans le sens où les gens ne me demandent pas souvent si je dors avec mon enfant. Donc, ils ne sont pas très au courant. Euh, je savais qu'en Roumanie, on dort longtemps avec son enfant. Pour mon premier enfant, je n'ai pas forcément souhaité à faire ça, donc je lui ai fait sa propre chambre. Par contre, je l'avais vite pris en cododo
parce qu'il se réveillait très souvent. Donc, au bout d'un moment, j'étais complètement épuisée de sortir tout le temps de ma chambre et aller l'allaiter. Au début, c'était toutes les 2 heures qu'il fallait que je lui donne le sein. Euh, donc, on l'a pris en cododo dans la chambre, dans un lit cododo, donc pas dans notre lit. Mais on s'est rendu compte que bébé faisait énormément de bruit. Donc, moi, je ne dormais pas en fait. Je restais le regarder la nuit. J'étais à côté de lui, je le regardais. Donc, oui, il était très bruyant, ce qui arrive très souvent avec les Oui, oui, bébés. c'est très courant hein, que les bébés fassent du bruit. Donc, en plus du fait d'être stressée parce que je vérifiais qu'il respire, enfin, tout le stress d'une jeune maman Ouais, avec son ouais, premier enfant. Finalement, je l'avais remis dans sa chambre, mais c'est moi qui ai aménagé dans sa chambre. d'accord, d'accord. Donc, j'ai quitté ma chambre, j'ai aménagé dans la sienne. Et avec les mois, on a fini ensemble sur un matelas au sol, alors qu'initialement, il était dans un lit à barreaux, alors que le lit à barreaux ne marchait pas du tout. C'était le lit à barreaux qui est hyper occidental. Ouais, Non, ça n'a pas du tout marché pour mon ouais, bébé. Bref, j'avais fait plein d'essais différents parce que j'étais aussi très innocente. Je- enfin, je pensais beaucoup la nuit, je faisais beaucoup de nuits blanches. Je pensais, mais c'est pas possible, il y a personne qui a inventé quelque chose qui puisse être pratique pour bébé, et pour la maman allaitante, sans devoir tout le temps prendre le bébé du lit à barreaux, le mettre au sein, être dans un fauteuil. En plus, quand je voulais reposer le bébé dans le lit, il se réveille systématiquement. Ça a été très, très compliqué ouais, le temps que je trouve un système qui, ouais, qui, qui, ouais. qui pourrait nous convenir à tous les deux. Donc ça a été le premier enfant, donc plein d'essais différents. Par contre, avec mon deuxième, j'étais vraiment calée, donc je savais exactement ce que je vais faire avec lui, de quelle façon je vais le faire. Et ça a été beaucoup plus facile avec le deuxième. Donc, la meilleure solution que tu as trouvée, c'était le matelas au sol dans sa chambre et tu étais à proximité pour l'allaiter plusieurs mois Donc, durant. pour mon premier, on a fini comme ça et ça a été beaucoup mieux. Et le deuxième, ça a été tout de suite, donc je n'ai même pas acheté de lit à barreaux. Tout de D'accord, suite, j'ai pris un futon japonais que j'ai d'accord, mis sur un tatami collé à mon lit. Donc, d'accord. lit au sol, matelas au sol sur un tatami collé à mon lit, à Ouais, mon grand lit. Donc, une grande chambre avec 2 grands lits. Et la nuit, j'avais qu'à descendre de mon petit lit, à d'accord. descendre 20 cm ou 40 cm plus bas pour me poser à côté de lui, l'allaiter, voilà, prendre le temps. Il s'endormait sans que je le bouge, je n'avais même pas à le bouger. Et pour moi aussi, c'était beaucoup plus reposant. Souvent, je m'endormais à côté avec les hormones de l'allaitement. Et quand Mhm. je ne m'endormais pas, je pouvais revenir dans mon lit tranquillement, sans le toucher, sans le brusquer, sans le gêner. Et ça s'est super bien passé. Ouais, ouais. J'aime beaucoup ta remarque quand tu dis que le lit à barreaux est très occidental parce que c'est vrai que bah en fait quand tu vas acheter un lit pour ton bébé, souvent c'est un lit à barreaux. Enfin en France ça devient enfin tu vois la majorité, c'est toujours un lit à barreaux, c'est toujours un lit à barreaux, on a ça dans nos têtes mais en fait il y a beaucoup de bébés à qui ça ne convient pas. Mm, Et puis ben, en plus comme tu le dis hein, quand tu es allaitante ou même les mamans qui donnent le biberon quoi à ce moment-là où tu dois les reposer dans leur lit, parfois ils se réveillent. Nous, c'est très inconfortable hein, d'aller les plonger comme ça dans le lit. Est-ce que, est-ce que mm, en Roumanie, c'est quoi le premier lit en fait? Parce que tu me dis qu'on fait beaucoup, beaucoup de lits partagés, mais ça veut dire que mm. l'enfant, après, il a tout de suite un lit entre guillemets normal? Oui, c'est très rare enfin, je pense que j'ai jamais vu de lit à barreaux dans mon enfance quand il y avait des bébés. Ouais, Je pense que le lit à barreaux arrive en Roumanie maintenant. Si on regarde les jeunes familles, il y en a certaines d'accord. qui essayent de copier le modèle occidental pour tester justement. Mais si je regarde la plupart de mes cousines dans ma famille ou dans d'autres familles
de proximité, les enfants dorment directement avec leurs parents. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que le papa déménage sur le canapé, malheureusement. D'accord. Et maman, elle garde bébé dans le grand lit avec des coussins autour pour que le bébé soit en sécurité. Ouais. En Et tout cas, c'est ce qui arrive ouais, les premiers mois. Ensuite, avec le temps, souvent, le bébé, il grandit, il évolue dans le lit de parents. d'accord. Et jusqu'à ce que l'enfant, il emménage dans son lit, mais c'est jamais un lit bébé, c'est toujours un lit de personne ou deux Ouais, personnes, d'accord. un lit D'accord. normal, quoi. D'accord. Et c'est chouette parce que tout à l'heure, tu parlais, tu sais, tu disais quand j'étais enfant, je voyais toujours les bébés au sein. Et puis là, tu dis, j'ai jamais vu de lit à barreaux quand j'étais en Roumanie. En fait, ça fait vraiment partie des représentations que l'on a. Et tu vois, moi, petite fille, je me rappelle pas d'avoir jamais vu un bébé au sein. Et les lits à barreaux, c'était tellement évident que, tu vois, j'avais les représentations complètement inverses aux tiennes. Et ouais, Mm, ouais, on n'imagine pas, mais ce qu'on voit dans notre enfance et tout ça, quand même, ça nous donne des modèles, quoi, pour mm. ce qu'on fait après, quoi. Ouais, ouais, Tout à fait. Culturellement, voilà, en fait, on nous transmet la culture, donc effectivement, ouais. ce qui nous paraît normal à l'âge adulte, c'est quelque chose qu'on a déjà On a, vu dans l'enfance. ouais, ouais, ouais. Et donc, tu disais, ton grand, il a 4 ans, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et il a 2 ans et demi. Ah, pardon, 2 ans et demi et 10 mois, c'est ça? 2 ans et demi et Et 10 mois. 10 mois, oui. Mm. Est-ce que tu as eu l'occasion de les emmener en Roumanie ou pas encore ou c'est en projet Oui. ou... Vas-y, dis. Alors, avec mon grand, je voyageais avec lui à ces 3 mois. Donc, à D'accord. ces 3 mois, on a pris l'avion et je suis allée en Roumanie pour voir ma famille. Et avec mon deuxième, à ces 5 mois. D'accord, Donc, mon grand, il est déjà allé 3 ou 4 fois, je pense, d'accord. en 2 ans et demi. Et mon deuxième, il est allé une fois là, il a 10 mois, donc il est allé, voilà. Il a 5 mois en Roumanie, à peu près, 4 ou 5 mois. Donc, j'essaie de voyager assez souvent avec eux parce qu'il est très important pour moi de le transmettre à la culture roumaine. Et Ouais. c'est très important que la famille les voit et qu'eux, ils voient aussi la famille. Euh, donc voilà, c'est une transmission, hein. Je voyageais pas si souvent en Roumanie avant d'être maman. J'allais Ouais. peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. Maintenant, j'essaie d'aller un peu plus souvent avec les Ouais, enfants. ouais, pour que le lien aussi se construise avec ta maman, avec tes enfants et qu'ils se voient régulièrement. Et, ouais, d'accord. Tout à Et fait. est-ce que tu leur parles en roumain, tes enfants, à la maison? Alors, j'ai fait le choix de leur parler exclusivement en roumain. D'accord. Donc, ils grandissent dans une famille bilingue, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils seront bilingues. Donc, il est important pour moi qu'il associe maman à la langue roumaine et papa et le reste du monde à la langue française. Et ça marche très bien. Mon grand, il a 2 ans et demi et il comprend les deux langues parfaitement. Il Super. s'exprime beaucoup plus en français actuellement, mais il comprend parfaitement le roumain et je suis persuadée que ça va être très naturel pour lui de changer Ouais, de ouais. langue en fonction de son interlocuteur. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une grande chance hein, d'être petit et d'assimiler aussi facilement deux langues étrangères, quoi. Enfin, une langue maternelle plus une langue étrangère, parce que ben, on sait bien que c'est pas forcément évident après, quand on est plus grand, d'acquérir une langue en plus, hein. Ben, Surtout le français. Ouais, on le sait que jusqu'à 6 7 ans, ouais, le cerveau, il a une plasticité neuronale qui est très développée. ouais, Donc, ouais, c'est la période pour leur donner le plus de langues possible. Ils sont tout à ouais. fait capables d'assimiler C'est X fou, hein. langues différentes à Ouais, cet âge-là. ouais, Et pour eux, il ne s'agit pas d'une langue maternelle et d'une deuxième langue. En fait, c'est ouais, deux langues maternelles c'est ça. euh, Une langue avec paternelle et lesquelles une langue. voilà, ils sont bilingues, tout simplement. Ouais, ouais, Donc, ouais. ils peuvent être trilingues. Il y a des enfants qui ont 5 6 ans, qui parlent 5 langues différentes sans aucun souci. C'est Donc, extraordinaire. c'est extraordinaire et le cerveau, il y arrive, hein. Il faut juste voilà, avoir le courage de le faire et avoir aussi la D'entraîner. possibilité de grandir Ouais, dans cet environnement-là. ouais, ouais, ouais. Super.
Et pour finir, Alexandra, j'avais une dernière question à te poser. Est-ce qu'il y a une tradition, une coutume en Roumanie, quelque chose de particulier, par exemple, quand un bébé vient au monde, ou quelque chose que nous, on n'a pas en France, que toi, tu as essayé de recréer avec tes enfants, ou je sais pas, une chanson, une histoire particulière, vraiment spécifique à ton pays. T'as une idée par rapport à ça ou... Euh, alors, on n'a pas forcément de grandes coutumes quand un bébé vient au monde. Par contre, il y a quelque chose qui est très spécifique dans mon pays, c'est qu'on apprend aux enfants, pas aux bébés bien sûr parce qu'ils ne mangent pas, mais on apprend aux enfants dès qu'ils sont tout petits d'offrir des fleurs. Du coup, Waouh! vu que maintenant on est au printemps et on a beaucoup de fêtes en Roumanie où les enfants, ils offrent des fleurs, et surtout les enfants garçons, ils offrent des fleurs aux filles, et les enfants de tout sexe offrent des fleurs à leur maman pour justement célébrer le printemps. Et c'est très chouette parce que on voit quand on arrive au mois de mars que tous les enfants ou la plupart des enfants ont des fleurs dans leurs mains. Ouais. Soit quand ils vont à l'école, ils vont offrir à leur maîtresse, soit quand ils arrivent à la maison pour offrir à leur maman, soit les garçons qui apprennent à offrir à des filles, à des collègues, à des copines, etc. Du coup, c'est une tradition que j'ai envie de transmettre à mes deux garçons. Oh, c'est super beau. En plus, ça met plein de couleurs, plein de joie, plein de gaieté, la fleur, je trouve. Tout à fait, et j'espère pouvoir le faire facilement. C'est quelque chose qui me manque en France. Je trouve qu'on n'a pas forcément ça. C'est beaucoup moins fort en tout cas. Et ça veut dire que, par exemple, dans les rues, il y a des petits commerçants qui vendent quelques fleurs ou c'est des fleurs qu'on va cueillir ou Bien sûr, peu importe. il y a plein de commerces qui se développent, mais c'est pas, peu importe, hein, on peut aller dans un champ, cueillir des fleurs, ou on peut s'arrêter à la boutique dans la rue pour acheter un petit bouquet. Donc, c'est pas la valeur qui compte, c'est vraiment Non, le non, non, geste c'est qui est le important. geste. Le geste. Mm. Et donc, c'est des enfants, quoi, à partir de 2 3 ans qui commencent à faire ça à peu près, quoi, ou... Je pense qu'on leur apprend très tôt. Mon fils, il a 2 ans et demi. Et, il n'y a pas si longtemps, on était dans un parc et on avait décidé de cueillir des fleurs. Et je lui avais dit, est-ce que tu veux lui offrir une à ta maman? Et il est venu me mettre une fleur dans les cheveux et tout. C'était trop mignon. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui se transmet très tôt. Il n'y a pas d'âge. C'est à partir du moment où l'enfant arrive à comprendre et à Et, réagir. et c'est plus les petits garçons. Ben, enfin, on va dire c'est très... Est-ce que toi, tu le faisais quand tu étais petite fille? moi, je le faisais, oui, j'emmenais des fleurs à l'école, j'offrais des fleurs à ma maman. Et maintenant, j'adore recevoir des fleurs. Mon cadeau d'anniversaire, quand on me demande ce que je veux comme cadeau d'anniversaire, je réponds toujours, je veux des fleurs. Ah, mais c'est trop... Ne m'achète rien sauf des fleurs. Hein, mais je trouve que tu mets un joli bouquet de fleurs dans une maison et tout de suite, il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté et c'est super chouette. Waouh. Mm. Merci pour ce partage. Je connaissais pas du tout et j'avoue que c'est vraiment très, très, très chouette et voilà, c'est très symbolique et ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, merci à toi. Ouais. Alors Alexandra, je te remercie pour ton témoignage. Je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Et puis ben, comme ça, les autres mamans pourront découvrir un peu plus la Roumanie et voilà ce qu'on fait un petit peu de différent par rapport à la France. En tout cas, je te remercie de ta présence et puis de tout ce que des petites choses que tu nous as pardon, que tu as pu nous confier. Voilà. Merci beaucoup Alexandra. Merci encore pour l'invitation. Je t'en prie.